respect aux musulmans, manque de respect à la religion musulmane. En plein mois sacré, Ibrahim Traoré accuse, soupçonne un imam. Il le fait arrêter à quelques jours de la Tabaski. C'est un manque de respect. Les fidèles de cette mosquée-là protestent. Ils marchent un peu seulement, sans rien gâter. Les militaires d'Ibrahim Traoré ordonnent qu'on arrête ces petits manifestants-là. Et on les envoie au camp, on les habille en treillis, on les mate, on les chicote. Est-ce que vous comprenez un peu? On les fait subir et même menace même de les envoyer au front. Est-ce que ça là c'est bien? Mais c'est ce qui est bien pour vous. À l'aide, c'est chaud au Burkina Faso actuellement. Un imam a été arrêté par le gouvernement burkinabé. Un imam qui se permet de faire l'apologie du terrorisme. Ce que les musulmans sont en train de vivre dans le monde entier, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, peu importe les reculs du monde entier, ce que les musulmans sont en train de vivre là, c'est pas parce que Allah les a oubliés, c'est pas parce que Allah les a laissés, non, mais c'est la règle universelle. Les prophètes, on a torturé des prophètes, on a tué des prophètes. Va étudier l'histoire des Zacharia, va étudier l'histoire de Yahya. Youssouf alayhi salam, il a été emprisonné. Et c'est pas que les prophètes seulement, c'est pas que les prophètes, même les hommes pieux d'Allah, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, on l'a emprisonné. Donc c'est une règle universelle. Ça veut pas dire qu'Allah ne les aime pas, mais Allah veut les éprouver. C'est comme ça. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous forcer à vous poser une question simple, mais brutale. Jusqu'où peut-on aller au nom du pouvoir, au nom de la sécurité, au nom d'une révolution qui se dit au service du peuple? Parce que ce qui s'est passé au Burkina Faso ces derniers jours n'est pas une simple arrestation. Ce n'est pas une opération de routine. Ce que des hommes cagoulés ont fait en plein mois sacré, en pleine période de Tabaski, c'est un signal. Un signal fort. Et ce signal, aujourd'hui, on va le décortiquer, on va l'analyser, on va l'exposer dans toute sa réalité, sans filtre, sans complaisance, sans parti pris. Parce que la vérité mérite d'être dite, même quand elle dérange, même quand elle fait mal, même quand elle risque de froisser ceux qu'on apprécie. L'homme au cœur de cette histoire s'appelle Dr Kindo Mohamed Issa, imam, théologien, personnalité religieuse reconnue dans tout le Burkina Faso. Un homme qui a consacré sa vie à l'éducation islamique, à la guidance spirituelle de milliers de fidèles. Un homme qui, comme beaucoup d'autres responsables religieux musulmans dans ce pays, avait initialement soutenu la venue au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un fait qu'il faut poser clairement dès le départ pour que personne ne se perde dans les interprétations. Cet imam n'était pas un opposant politique au sens classique du terme. Ce n'était pas quelqu'un qui militait contre le régime dans les réunions clandestines. C'était quelqu'un qui avait, comme des dizaines d'autres guides religieux au Burkina Faso, exprimé sa confiance dans le capitaine, prié pour lui, encourager les fidèles à soutenir cette transition, à croire en ce jeune officier qui disait vouloir libérer le pays. Et pourtant, c'est cet homme-là que des individus cagoulés sont allés chercher. En pleine nuit selon certaines sources, en plein mois de Tabaski, dans ce qui ressemble selon des témoignages relayés sur les réseaux à une opération musclée, sans convocation préalable, sans mandat judiciaire visible, sans aucune des formes que l'état de droit impose lorsqu'il veut interpeller un citoyen, encore moins un guide religieux de cette envergure. Des hommes encagoulés, des armes, une arrestation qui ressemble davantage à un enlèvement qu'à une procédure légale. Voilà ce que le Burkina Faso a vécu. Voilà ce que des centaines de fidèles ont commencé à découvrir, incrédules, bouleversés, incapables de comprendre comment leur imam, leur guide, l'homme qu'ils respectaient depuis des années, avait pu être traité ainsi. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont produit une onde de choc. Des femmes en larmes, des hommes debout devant la mosquée, le regard dans le vide, cherchant une explication qui ne venait pas. Des fidèles sortis dans la rue, pas pour faire de la politique, pas pour renverser qui que ce soit, mais pour dire simplement « Notre imam a été arrêté et nous voulons savoir pourquoi. Nous voulons savoir où il est. Nous voulons savoir dans quel état il se trouve. » Et face à cela, que s'est-il passé? Certains de ces fidèles ont à leur tour été arrêtés et certains, selon des informations qui circulent avec insistance dans les milieux burkinabés, auraient été envoyés au front, directement dans les zones de combat, comme si manifester pour son imam était désormais un crime passible non pas d'une amende, non pas d'une garde à vue, mais d'un envoi dans une zone de guerre.
Prenons le temps de mesurer ce que cela signifie. Vous sortez dans la rue parce que vous êtes inquiet pour votre guide spirituel, pour votre père dans la foi, pour l'homme qui vous a appris à prier, à lire le Coran, à naviguer dans les moments difficiles de la vie. Et en réponse à cela, le pouvoir vous envoie au front, comme punition, comme message, comme avertissement adressé à tous ceux qui oseraient encore exprimer leur désaccord, leur inquiétude ou simplement leur attachement à leurs pratiques religieuses. Si c'est cela la réalité et les témoignages convergent dans ce sens, alors on est face à quelque chose de très grave. On n'est plus seulement dans la brutalité d'une arrestation mal gérée. On est dans la logique d'un pouvoir qui utilise la guerre comme instrument de répression intérieure. Et ça, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas une libération, c'est exactement l'inverse. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi l'imam Kindo a été arrêté, ou du moins ce que les sources concordantes avancent comme explication. La réponse, c'est qu'il aurait critiqué un projet ou une initiative du capitaine Ibrahim Traoré concernant l'islam et les pratiques religieuses au Burkina Faso. Certains parlent d'un projet de loi. D'autres évoquent une velléité de la part du pouvoir de vouloir imposer une certaine orientation dans la pratique de l'islam au Burkina Faso, une forme de contrôle sur les institutions religieuses musulmanes. Et l'imam Kindo, en tant que responsable religieux respecté, aurait dit publiquement non, aurait dit je ne suis pas d'accord, aurait dit ce que vous préparez n'est pas conforme à ce que nous croyons, à ce que nous pratiquons, à ce que notre foi nous enseigne. Voilà le crime. Voilà ce qui a valu à cet homme d'être traité comme un délinquant, interpellé par des agents dont le visage était dissimulé derrière des cagoules. On a beaucoup parlé ces derniers mois de la souveraineté africaine. On a beaucoup entendu ce mot, souveraineté, le droit des peuples africains à décider eux-mêmes de leur avenir, à choisir leurs partenaires, à refuser les ingérences étrangères. Et tout cela est juste, absolument juste. Personne ne peut sérieusement contester le droit du Burkina Faso à exiger le départ des forces françaises, à choisir de nouveaux partenariats et à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. Mais la souveraineté, si elle s'arrête aux frontières du pays et ne s'applique pas aux citoyens eux-mêmes, à leur liberté d'expression, à leur liberté de culte, à leur droit de ne pas être traités comme des ennemis parce qu'ils ont exprimé un désaccord, cette souveraineté-là n'est qu'un mot vide. Un slogan, une façade qui sert à légitimer des pratiques que, dans un autre contexte, on aurait tous condamnées sans hésiter. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est le timing tabaski, l'Aïd al-Adha, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Un moment où les familles se rassemblent, où les prières collectives emplissent les mosquées, où le lien entre le guide et ses fidèles est à son point le plus intense, le plus émotionnel, le plus spirituel de toute l'année. Choisir ce moment précis pour arrêter un imam de cette stature, c'est soit d'une maladresse politique confondante, soit d'une intentionnalité redoutable. Dans les deux cas, le résultat est le même. Une communauté blessée, humiliée dans ce qu'elle a de plus intime, de plus sacré. Des fidèles qui ont vu leur fête transformée en deuil. Des enfants qui ont passé l'Aïd sans entendre la voix de l'imam qui les avait préparés à cette journée. Des familles qui ont joint leurs mains dans la prière avec une question au fond du cœur. Mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et puis il y a cette dimension que personne ne peut ignorer. La répression qui a suivi les rassemblements spontanés des fidèles. Quand une communauté voit son guide arrêté, elle se rassemble. C'est humain, c'est universel. Cela n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec la déstabilisation d'un régime. Dans n'importe quelle démocratie du monde, dans n'importe quelle ville des États-Unis, d'Europe ou d'Asie, si vous arrêtez un leader religieux respecté, ses fidèles vont sortir. Ils vont marcher, ils vont demander des comptes. Et c'est leur droit le plus fondamental. Arrêter des gens parce qu'ils ont exercé ce droit. Et pire, les envoyer au front comme punition exemplaire. C'est une faute morale d'une gravité exceptionnelle. Et c'est une faute politique aussi. Parce que cette image, les soldats qui arrêtent les fidèles qui manifestaient pour leur imam, cette image va circuler, elle va s'imprimer dans les mémoires, elle va alimenter des ressentiments qui ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Il faut aussi parler des réseaux sociaux et de ce qu'on y a vu. Parce que parmi les réactions à cette arrestation, il y en avait qui venaient de personnes qui se disent panafricanistes,
qui se disent un soutien du capitaine Traoré et qui ont choisi ce moment pour insulter les fidèles, pour tourner en dérision les musulmans qui manifestaient et pour qualifier l'imam lui-même de facteur de déstabilisation, de serviteur des ennemis de la révolution. Ces gens-là ont fait un mal immense, pas seulement à l'image du capitaine, mais à la cohésion sociale du Burkina Faso. Parce que dans un pays qui fait face à une menace terroriste réelle, dans un pays où les groupes armés cherchent précisément à exploiter les fractures communautaires et religieuses, alimenter l'hostilité contre les musulmans, contre les imams, contre les pratiques islamiques, c'est travailler consciemment ou non pour l'ennemi. Et quand le capitaine ne dit rien face à ces débordements, quand son silence se prolonge, ce silence devient lui-même un message. La question qu'il faut poser et qu'on va continuer à développer dans la suite de ce script, c'est celle-ci. Ibrahim Traoré est-il en train de perdre la bataille de la confiance? Non pas celle des panafricanistes qui l'applaudissent depuis l'étranger, depuis des comptes anonymes sur les réseaux, depuis des studios de podcasts parisiens ou dakarois, mais la confiance des Burkinabés ordinaires, des femmes qui allaient à la mosquée le vendredi et qui entendaient leur imam prier pour lui, des hommes qui croyaient que ce capitaine-là était différent, des communautés entières qui avaient vu dans ce jeune officier l'espoir d'une rupture vraie, d'une gouvernance qui respecterait à la fois la souveraineté nationale et les droits fondamentaux des citoyens. Ces gens-là, pas les révolutionnaires en ligne, mais les vrais Burkinabés de chair et d'os. Ces gens-là regardent ce qui se passe en ce moment et ils se posent une question très simple. Sommes-nous plus libres aujourd'hui qu'avant? La réponse à cette question, nul ne peut la donner à la place des Burkinabés eux-mêmes. Mais ce qu'on peut dire, ce que les faits permettent de dire, c'est que l'arrestation de l'imam Kindo Mohamed Issa est une erreur profonde. Une erreur qui ne peut pas être réparée par un communiqué officiel ou par une explication bureaucratique tardive. Une erreur qui laisse des traces dans les âmes, dans les familles, dans les mosquées, dans les conversations privées que les gens tiennent à voix basse parce qu'ils n'osent plus parler librement. Et cette peur du silence, cette autocensure qui commence à s'installer dans un pays qui ne demandait qu'à respirer, c'est peut-être là le signe le plus inquiétant de tous. Continuons. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Sur le contexte, sur les précédents, sur ce que cette arrestation révèle d'une évolution plus large du régime, sur ce que les musulmans du Burkina Faso représentent réellement dans l'histoire de ce pays, et sur ce que risque de perdre Ibrahim Traoré s'il continue dans cette direction. Tout cela, on va l'aborder, sans complaisance, avec tout le respect dû à la complexité d'une situation qui mérite mieux que les slogans et les applaudissements automatiques. L'imam Kindo n'est pas un cas isolé. Des voix proches de la communauté musulmane burkinabé signalent, avec une régularité préoccupante, que depuis quelques mois, le rapport entre le pouvoir de transition et les institutions religieuses islamiques s'est progressivement dégradé. Ce n'est pas une rupture soudaine, c'est une érosion, une série de frictions, de malentendus peut-être au départ, qui ont fini par cristalliser en quelque chose de beaucoup plus profond. Et dans cette dégradation, il y a un élément particulièrement douloureux, le fait que les premières victimes en soient des gens qui avaient cru, sincèrement, que le capitaine Ibrahim Traoré représentait une nouvelle ère. Des imams qui avaient ouvert leur mosquée au message de soutien à la transition. Des fidèles qui avaient prié pour que cette révolution réussisse. Des familles qui avaient accepté les sacrifices économiques, les difficultés du quotidien, en se disant que tout cela avait un sens, que tout cela allait déboucher sur quelque chose de meilleur. Ces gens-là, aujourd'hui, regardent leur imam arrêté. Ils regardent leurs frères interpellés dans la rue pour avoir simplement marché. Et certains d'entre eux, pour la première fois, se posent une question qu'ils n'auraient jamais osé formuler il y a encore un an. Avons-nous soutenu quelqu'un qui n'en valait pas la peine? Ce n'est pas une question de trahison nationale. Ce n'est pas une question de pro-France ou d'anti-France. C'est une question profondément humaine. La question de quelqu'un qui a donné sa confiance et qui voit cette confiance malmenée. Et cette question, si elle reste sans réponse, va continuer à creuser un fossé entre un pouvoir qui se dit révolutionnaire et une population qui commence à douter de la réalité de cette révolution dans sa vie quotidienne. Mais revenons au cœur de la crise. L'imam Kindo avait, selon les informations disponibles, pris position contre un projet gouvernemental touchant à la pratique islamique au Burkina Faso. Certains analystes parlent de tentative du régime de vouloir
orienter le contenu des prêches dans les mosquées. D'autres évoquent un projet plus large de restructuration des institutions islamiques qui poserait des problèmes d'autonomie et d'indépendance pour les religieux. Quelle qu'en soit la nature exacte, et il faut être honnête, on n'a pas tous les détails, ce qui est clair, c'est que l'imam Kindo a exprimé publiquement son désaccord. Et ce désaccord a été traité non pas comme l'expression légitime d'une autorité religieuse concernée par le bien-être de sa communauté, mais comme une menace à neutraliser. Et là, il faut s'arrêter, parce que ce glissement a transformé une voix critique en menace à neutraliser. C'est le début de quelque chose de dangereux. Ce n'est pas si spécifique au Burkina Faso. C'est une dynamique qu'on a vue dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Quand un pouvoir commence à traiter la critique comme une forme de subversion, quand il commence à confondre la contestation avec la trahison, quand il commence à répondre aux mots par des cagoules et des arrestations nocturnes, à ce moment-là, quelque chose se brise, quelque chose d'essentiel. Et ce quelque chose, une fois brisé, est très difficile à reconstruire. Il y a une chose que ceux qui applaudissent cette arrestation depuis leurs écrans ne semblent pas mesurer. Ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre ce que représente un imam dans le tissu social burkinabé. Un imam comme Kindo Mohamed Issa n'est pas simplement un prédicateur du vendredi. Il n'est pas un fonctionnaire de la foi qui récite des prières et rentre chez lui. C'est un pilier, un point de convergence. Une autorité morale autour de laquelle gravitent des centaines, parfois des milliers de familles. Un homme qu'on appelle quand il y a un mariage, quand il y a un deuil, quand il y a un conflit à régler dans une famille, quand un jeune se retrouve sur une mauvaise voie et qu'il a besoin de quelqu'un pour lui remettre les pieds sur terre. Arrêter cet homme, c'est arracher quelque chose d'essentiel à la structure même de la communauté. Et ceux qui réduisent ça à une simple question de politique, qui disent que les fidèles sont manipulés ou qu'ils servent les intérêts d'ennemis extérieurs, ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans une mosquée de quartier à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parlons maintenant du paradoxe le plus douloureux de cette situation. Ibrahim Traoré est musulman. C'est un fait connu, assumé, et qui avait, au moment de son arrivée au pouvoir, suscité un enthousiasme particulier au sein des communautés musulmanes du pays. Après des décennies de présidents issus d'autres horizons religieux, voilà enfin un homme qui partageait la foi de la majorité de la population burkinabé. Les mosquées avaient ouvert leurs portes à son soutien. Les imams avaient pris la parole pour encourager les fidèles à soutenir la transition. Des prières spéciales avaient été organisées pour que Dieu guide ce jeune capitaine dans sa mission. Ce soutien n'était pas anodin, il était profond, il était sincère, il était enraciné dans l'espoir que quelque chose allait vraiment changer. Et que s'est-il passé? Comment est-on passé de ce moment de grâce, de cet espoir collectif, à une situation où cet imam, qui avait lui-même soutenu le capitaine dans le passé, selon plusieurs sources concordantes, se retrouve arrêté par des agents cagoulés en pleine période de Tabaski? La réponse à cette question est multiple. Elle touche à la fois à la gouvernance, à l'entourage du capitaine, à une certaine forme d'hubris qui semble s'être installée progressivement et à des choix politiques dont les conséquences commencent à se faire sentir de manière très concrète. Sur la gouvernance d'abord, il faut dire clairement que l'un des reproches qui revient le plus souvent de la part des Burkinabés, qui observent avec lucidité l'évolution du régime, c'est le fait que le capitaine semble de plus en plus entouré de gens qui lui disent ce qu'il veut entendre. Des conseillers, des militants, des activistes en ligne qui amplifient chaque décision, qui applaudissent chaque geste, qui transforment chaque critiquant en ennemi. Ce type d'entourage est le poison de tout gouvernant. Pas parce qu'il est malveillant, même si certains le sont, mais parce qu'il coupe le dirigeant de la réalité. Il lui crée une bulle dans laquelle tout ce qu'il fait est juste, tout ce qu'il décide est sage, et toute voix discordante est forcément suspecte. Et dans cette bulle, quand un imam prend la parole pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce projet », ça ne sonne plus comme une mise en garde fraternelle. Ça sonne comme une trahison, comme une ingérence, comme quelque chose à réprimer. Sur l'entourage, justement, il faut mentionner un phénomène qui a été observé et signalé par plusieurs personnes bien informées. Depuis l'arrivée du capitaine au pouvoir, un certain nombre d'individus qui se réclament du panafricanisme et qui n'étaient jusqu'alors connus de personne au Burkina Faso ont surgi de nulle part. Ils ont investi les réseaux sociaux, les médias proches du régime,
des événements officiels. Et parmi eux, certains affichent un discours ouvertement hostile à l'islam et aux institutions islamiques. Ils insultent les imams. Ils remettent en cause les pratiques musulmanes. Ils alimentent une rhétorique selon laquelle les religieux seraient des agents d'influence au service d'intérêts étrangers. Et le capitaine, face à ces débordements, ne dit rien. Son silence, encore une fois, est interprété, à tort ou à raison, comme une forme de tolérance, sinon de validation. Ce silence est d'autant plus problématique que le même phénomène se produit dans les pays voisins, avec lesquels le Burkina Faso a établi des liens d'amitié et de solidarité. Au Mali notamment, des figures proches du pouvoir ont multiplié les sorties hostiles à l'égard de l'islam institutionnel, des chefs religieux, de certaines pratiques islamiques. Là encore, le silence des autorités face à ces excès a été noté, commenté et a suscité de profondes inquiétudes dans les communautés musulmanes de toute la région. Il y a là quelque chose qui mérite une attention sérieuse. Dans un contexte où les groupes armés djihadistes recrutent précisément en instrumentalisant le sentiment d'humiliation et de rejet ressenti par des populations musulmanes marginalisées, toutes politiques. On avait dit des vérités difficiles dans la première partie. On avait dit des choses que certains n'avaient pas envie d'entendre. Et on va continuer. Parce qu'une situation aussi grave que celle-ci mérite qu'on aille jusqu'au bout. Qu'on n'esquive aucune question, qu'on ne laisse dans l'ombre aucun aspect de ce que les Burkinabés traversent en ce moment. Parce que ce qu'on observe depuis quelques semaines, depuis quelques mois en réalité, c'est l'histoire d'un pouvoir qui se transforme sous nos yeux, qui change de nature, qui commence à ressembler par certains aspects à ce qu'il prétendait combattre. Et il faut le dire, il le faut absolument. Revenons à l'imam Kindo Mohamed Issa et à ce que sa situation révèle de la trajectoire actuelle du régime. Quand on arrête un homme de cette stature, quand on l'emmène en cagoule par des agents dont les identités sont dissimulées, quand on ne fournit aucune explication officielle claire aux fidèles, aux journalistes, à la population, on envoie un message. Et ce message, il est reçu 5 sur 5 par tous ceux qui font attention. Ce message, c'est: la critique est dangereuse. Même si vous avez soutenu le régime, même si vous avez prié pour lui, même si vous l'avez encensé, le jour où vous élevez la voix pour dire que vous n'êtes pas d'accord, le jour où vous osez questionner une décision, une orientation, un projet, ce jour-là, vous devenez une cible. Et ce type de message, dans une société, dans un pays, dans une communauté, il n'a pas besoin d'être répété souvent pour produire des effets dévastateurs. Une seule arrestation comme celle de l'imam Kindo suffit à faire taire des centaines de personnes qui auraient autrement parlé. C'est ce qu'on appelle l'effet de dissuasion, et c'est l'un des outils les plus efficaces et les plus destructeurs qu'un pouvoir autoritaire puisse utiliser. Vous n'avez pas besoin d'arrêter tout le monde. Vous avez juste besoin d'arrêter quelques personnes visibles, respectées, connues, des gens dont l'arrestation envoie un signal clair à l'ensemble de la société. Et quand les gens reçoivent ce signal, quand ils comprennent que même un imam peut être emmené de nuit par des agents cagoulés, beaucoup d'entre eux font le calcul suivant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'exprime? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je dise ce que je pense? Et dans beaucoup de cas, ils choisissent le silence. Pas parce qu'ils sont d'accord, pas parce qu'ils ont changé d'avis, mais parce qu'ils ont peur. Et cette peur-là, silencieuse, invisible, qui ne se manifeste pas dans les statistiques ou dans les sondages, mais qui se lit dans les regards, dans les hésitations, dans les conversations avortées, cette peur-là, c'est le signe le plus sûr qu'une société est en train de perdre quelque chose d'essentiel. Parlons maintenant d'une autre dimension de cette crise que peu de commentateurs ont abordée directement. Les conséquences militaires et sécuritaires de cette politique religieuse. On a beaucoup entendu depuis l'arrivée du capitaine Traoré au pouvoir que sa priorité absolue était la lutte contre les groupes armés djihadistes qui ravagent le nord et l'est du pays. Et cette priorité est légitime, absolument légitime. Des milliers de Burkinabés sont morts, des centaines de milliers ont été déplacés, des villages entiers ont été brûlés. La souffrance est réelle, immense et mérite toute l'attention et toutes les ressources disponibles. Mais précisément parce que cette menace est réelle, précisément parce qu'elle est grave, il faut comprendre que toute politique qui fragilise les liens de confiance entre le pouvoir et les communautés populaires est une politique qui affaiblit la capacité de résistance du pays face à cette menace. Les spécialistes de la contre-insurrection, pas les idéologues de salon,
Mais les gens qui ont étudié des décennies de conflits dans des zones similaires sont unanimes sur un point. Vous ne gagnez pas une guerre contre des groupes armés ancrés dans des communautés locales uniquement par la force militaire. Vous avez besoin de la confiance des populations. Vous avez besoin que les gens qui vivent dans les villages, dans les campagnes, dans les zones exposées fassent confiance à l'État, à ses représentants, à ses institutions. Et cette confiance, vous ne pouvez pas la gagner en arrêtant leurs imams. Vous ne pouvez pas la construire en envoyant des gens au front parce qu'ils ont manifesté. Vous ne pouvez pas la maintenir en laissant des militants en ligne insulter leur religion sans réaction. Au contraire, quand un pouvoir traite les communautés musulmanes comme des suspects potentiels, comme des réservoirs d'opposants à surveiller, à contrôler, à réprimer quand ils se montrent trop turbulents, ce pouvoir travaille contre lui-même. Il crée exactement les conditions dans lesquelles les groupes armés trouvent des oreilles attentives, des oreilles de jeunes humiliés, des oreilles d'hommes qui ont vu leur imam arrêté et qui se demandent si l'État est vraiment de leur côté, des oreilles de familles qui ont perdu un proche au front, envoyés là parce qu'ils avaient manifesté, et qui vivent maintenant avec le sentiment que le pouvoir les a sacrifiés. Ces oreilles-là sont celles que les recruteurs djihadistes cherchent. Et quand ils les trouvent dans la capitale même, dans des communautés urbaines qui avaient jusqu'alors résisté à leur propagande, c'est un problème sécuritaire de première magnitude. Il faut aussi parler de ce qui se passe concrètement sur le terrain social depuis cette arrestation. Les marchés de Ouagadougou, les quartiers de Bobo-Dioulasso, les petites villes à mi-chemin entre les deux grandes métropoles. Dans ces endroits, les gens parlent, ils commentent, ils analysent. Et le récit qui circule le plus, celui qui revient dans les conversations au marché, dans les cours des mosquées, dans les familles, c'est un récit de déception. Pas de révolution, pas de colère brûlante prête à renverser le gouvernement. Non, juste une déception profonde, sourde, durable. La déception de gens qui avaient espéré et qui commencent à douter. Ce doute, si le pouvoir est sage, devrait lui servir d'alarme, pas d'ennemi à combattre. D'alarme, d'avertissement que quelque chose ne va pas, que des erreurs ont été commises, que des corrections sont nécessaires. Parce qu'une population qui doute n'est pas encore une population qui se soulève. Elle peut encore être reconquise, elle peut encore être rassurée, elle peut encore être amenée à croire que ce qu'elle a soutenu méritait effectivement son soutien. Mais pour cela, il faudrait des actes, des gestes concrets, une libération de l'imam Kindo accompagnée d'explications claires, une rencontre avec les responsables des communautés musulmanes, un message public qui reconnaisse que le mode d'opération utilisé lors de cette arrestation n'était pas digne de la promesse révolutionnaire. Ces choses-là seraient possibles, ces choses-là auraient un impact réel. Mais elles exigent une chose dont les régimes autoritaires ont généralement du mal à faire preuve, la capacité de reconnaître une erreur. Et la capacité de reconnaître une erreur présuppose qu'on soit entouré de gens capables de vous dire que vous en avez commis une. Ce que nous avons décrit plus tôt, cette bulle de conseillers et de militants qui applaudissent tout et condamnent quiconque ose questionner, cette bulle est justement l'ennemi de cette capacité. Tant qu'Ibrahim Traoré sera entouré de gens qui lui diront que tout va bien, que les fidèles qui manifestaient étaient de toute façon manipulés, que l'imam lui-même était un agent d'influence au service d'intérêts étrangers. Tant que cette logique dominera, il sera très difficile que les corrections nécessaires soient apportées. Mais il faut aussi poser la question de la responsabilité individuelle. Ibrahim Traoré n'est pas un enfant, il n'est pas un marionnette. Il prend des décisions, il assume des orientations, il choisit ses conseillers, il décide de parler ou de se taire face à certaines situations. Ses choix lui appartiennent et ses choix ont des conséquences. Conséquences pour les Burkinabés qui se sentent menacés dans leur foi. Conséquences pour la cohésion nationale dans un pays déjà fragilisé par des années de conflits. Conséquences pour la légitimité d'un régime qui tirait une partie significative de sa force de la confiance que lui accordaient les communautés religieuses. Et c'est justement parce que ces conséquences sont graves qu'il faut avoir le courage de les nommer. Pas pour détruire, pas pour alimenter les adversaires du régime, mais parce que sans cette lucidité, aucune correction n'est possible. Et sans correction, la trajectoire actuelle va mener quelque part que personne n'a envie de voir. Il y a encore quelque chose d'important à aborder dans ce script. C'est la question de la mémoire. Pas la mémoire historique au sens académique du terme, mais la mémoire vive, celle que les gens portent dans leur chair, dans leur famille, dans leur communauté.
Les imams qui ont été les premiers à soutenir Ibrahim Traoré n'ont pas oublié ce qu'ils ont fait. Les fidèles qui ont prié pour sa réussite n'ont pas oublié ses prières. Les familles qui ont accepté des sacrifices en croyant que la transition allait aboutir à quelque chose de meilleur n'ont pas oublié ces sacrifices. Et quand ces mêmes personnes voient l'imam Kindo arrêté, quand elles voient des fidèles envoyés au front, quand elles voient le silence du pouvoir face aux insultes contre l'islam, elles ne voient pas seulement une injustice abstraite. Elles voient une trahison personnelle, une trahison de leur confiance, de leurs espoirs, de leur foi en la possibilité d'un changement juste. Cette trahison ressentie, qu'elle soit objectivement méritée ou non, c'est au Burkinabé de le juger. Cette trahison va laisser des traces durables, bien au-delà du moment politique immédiat, bien au-delà de la crise autour de l'imam Kindo. Elle va s'inscrire dans la mémoire collective de communautés entières. Et cette mémoire, un jour ou l'autre, de la manière ou de l'autre, va peser sur l'avenir, sur les choix politiques futurs, sur la façon dont des millions de Burkinabés vont regarder la transition et ceux qui l'ont incarnée. Il y a un proverbe qu'on dit dans beaucoup de cultures africaines. On peut tordre un arbre quand il est jeune. La transition burkinabé est encore jeune. Le capitaine Ibrahim Traoré est encore au début de ce que pourrait être son héritage historique. À ce stade, il est encore possible de corriger. Il est encore possible de montrer que ce régime est capable d'apprendre de ses erreurs, d'écouter des voix critiques, de respecter les institutions religieuses, même quand elles ne sont pas d'accord avec lui. Il est encore possible de réconcilier la promesse révolutionnaire avec une pratique du pouvoir qui soit vraiment au service du peuple. Tout le peuple, y compris ceux qui prient dans les mosquées et qui écoutent l'imam Kindo. Cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Et si elle se ferme avant que les corrections nécessaires soient apportées, ce qui restera, c'est le souvenir d'une occasion manquée. On a parlé d'erreurs, on a parlé de conséquences, on a parlé de la possibilité de corriger. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans la tête des gens ordinaires, pas des analystes, pas des militants, pas des commentateurs des réseaux sociaux, les gens ordinaires. La femme qui vend au marché de Rouduoko à Ouagadougou et qui a entendu parler de l'arrestation de l'imam par sa voisine. L'homme qui rentre du travail le soir et qui retrouve sa famille autour d'un repas à la bougie parce que le courant est encore coupé et qui apprend que des fidèles ont été arrêtés en ville pour avoir manifesté. Le jeune qui donne des cours de soutien le soir pour arrondir ses fins de mois et qui a lu sur son téléphone que certains de ces manifestants ont été envoyés au front. Pour ces gens-là, cette actualité ne se lit pas à travers le prisme des grands débats idéologiques sur la souveraineté africaine ou le panafricanisme. Elle se lit à travers une question très simple.